j'ai non seulement été militaire, mais je suis venu secrétaire général du Tour de France cycliste. J'ai à cette occasion-là connu un monsieur qui s'appelle monsieur Verdier. Et tous les deux, nous nous retrouvions au mois d'août en Limousin. En Limousin, où un jour, un monsieur qui adorait le cyclisme avait décidé d'organiser une course cycliste dans la région. Évidemment, tout s'y prêtait. Mais l'originalité, c'était de donner le départ de la course cycliste avec une bombarde. Une bombarde, c'est un canon au cul, au gros cul, avec une mèche. La bombarde est bourrée avec de la poudre, du papier, en temps de guerre, avec des boulons, de la vinimaille. Mais ce jour-là, il y avait de la poudre et du papier, une mèche, et c'était Robert Torrent avec M. Verdier qui devait allumer la mèche. Qu'elle se tienne, les coureurs étaient prêts sur la ligne de départ, les spectateurs attendaient le départ. M. Verdier et moi couchés devant cette bombarde, j'allume l'allumette, je mets le feu à la mèche, et la mèche commence à brûler. Nous nous retirons un petit peu, rien ne vient. Que se passe-t-il? La mèche n'a pas brûlé assez longtemps pour atteindre la poudre. Alors Robert Torrent s'avance avec M. Verdier, et Robert Torrent souffle sur la mèche pour activer le feu. Et je souffle, mais je souffle tellement que, rapide, d'un seul coup, pam! La bombarde éclate en 1000 morceaux. Oh merci mon Dieu! Pas un éclat, ni pour M. Verdier, ni pour moi. Vous rendez-vous, quelle chance! Je ne suis pas mort à la guerre. Et j'ai manqué mourir, là, dans ce Limousin, perdu, pour une course cycliste, pour avoir donné le départ d'une course cycliste avec cette vieille bombarde. Eh bien, tout le monde en parle encore. Mais oui, je ne suis pas mort. Ça, c'est une chose. Mais, puisqu'on parle de chance, je commandais le premier BMO, j'étais lieutenant, j'avais des Cambodgiens, un magnifique camp qui faisait 80 mètres au carré, et au milieu du carré, au milieu, sur la place, il y avait un canon de 105 tout azimut. Ce canon tirait tout azimut, on pouvait tirer dans tous les sens. Mais le commandement avait décidé d'y ajouter un canon de 75. Je reçois donc dans ma compagnie un capitaine, qui est devenu un ami d'ailleurs, du génie, pour faire une plateforme sur laquelle on allait mettre ce canon de 75 qui allait m'apporter un supplément de force. Lorsque la plateforme a été terminée, on a amené le canon, on l'a fixé sur la plateforme, bien scellé, on a attendu un mois, et enfin on a décidé de tirer le premier obus. Robert Torrent, en écoutant son courage, monte dans la tour principale, à 8-10 mètres d'auteur, avec des jumelles pour regarder où allait tomber l'obus de l'autre côté de la rizière. Feu! Feu!
Mais ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que là-bas, c'est une éponge le sol. Lorsque le feu était mis au canon, celui-ci a fait une poussée verticale, c'est-à-dire que le canon s'est enfoncé avec la plateforme. Et l'obus, au lieu d'aller dans la nature, il est allé dans la tour dans laquelle je me trouvais, a fait un trou, juste en dessous où j'étais. Voilà l'histoire du canon de Tam Binh. Tout le Sud-Vietnam en a parlé. Même le général commandant le Sud-Vietnam, par la suite, est venu voir, m'a fait une visite exprès. Je n'ai pas été blessé. Seuls 2 ou 3 personnes qui étaient là dans la cour ont reçu des éclats sans grande gravité. C'est comme ça. C'est la chance. Mais parlons de chance. J'étais donc en Indochine, au Sud-Vietnam, devant le canal Nicolaï, un grand canal qui faisait 40 mètres de large. Vous en reparlerez tout à l'heure. Et je continue mon histoire là. Et Noël arrive. Noël, dans ma compagnie, ça se fête. Nous étions moins de 10 Européens, mais pour les 10 Européens, Noël, on va le fêter. Et on va le fêter d'abord en allant à la messe de minuit, qui se tenait de l'autre côté du canal, en zone viette, où j'avais demandé au prêtre de faire la messe pour les Français. Et effectivement, nous avons suivi la messe, traversé le canal, suivi la messe, revenu en traversant le canal dans notre zone. Et tenez-vous bien, lorsque nous sommes partis, nous avons entendu quelques minutes, quelques temps après, les mêmes chants, les mêmes cloches. Le prêtre faisait la messe de minuit pour les Viettes à leur tour. Ce qui se faisait à moins de 150 mètres de mon poste, les Viettes suivaient la messe de Noël. Vous rendez-vous compte? Parlons de ce canal Nicolaï. C'est un canal qui fait 6-7 mètres de profondeur, très large, qui a été fait par les Français il y a 80 ans à peu près. Un beau canal qui rejoint la mer d'un côté et le Transbasac près du Cambodge de l'autre, sur 100 km. Mon poste est là, du côté d'un côté, et les Viettes de l'autre côté. Alors, au cours d'une opération, en revenant, le petit bateau dans lequel je me trouvais s'est retourné, je me suis retourné, et à ce moment-là, j'ai senti partir mon alliance. J'avais maigri, beaucoup, et mon alliance est tombée. Le croirez-vous? Pendant près d'1 mois, je l'ai écrit un article à ce sujet. Pendant 1 mois, les Cambodgiens ont plongé, replongé, au risque de se faire tirer par les Viettes qui étaient de l'autre côté, pour dire combien ils étaient attachés à leur commandant. Et un jour, au miracle, j'appelle ça le miracle de l'Alliance, un Cambodgien a retrouvé mon alliance que je porte ici. C'est un miracle. Dans 1 mètre de vase, à 6 mètres de profondeur, avec le danger au-dessus de la tête, aller chercher ce petit bout de ferraille auquel je tenais, sans valeur marchande, puisque cette ferraille, c'est pendant la guerre que je l'ai acheté. Pendant la guerre, il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de métal. Mais enfin, j'y tenais. Vous voyez, c'est un beau souvenir. J'en garde un beau souvenir de ces Cambodgiens. Ils étaient très fidèles. J'ai eu grâce à eux l'occasion d'aller visiter
au Cambodge, ces merveilleux temples. On se demande comment ces gens très attardés dans tout ont pu réaliser de telles choses. Ça vous laisse perplexe un petit peu de voir comment ils ont bougé des pierres pesant plusieurs tonnes entières, transportées sur des chalands, sur des radeaux, des monticules énormes, énormes, énormes. C'est un pays fascinant. Vous savez, l'Indochine, ça a été pour l'armée française, pour tous ceux qui ont fait plusieurs années, quelque chose d'envoûtant. L'Indochine, c'est un beau pays où on vous tue avec le sourire. C'est vrai. C'est asiatique. J'ai passé plus de 5 ans de ma vie là-bas, avec un danger permanent tous les jours. Je me demande comment j'en suis revenu. Entier. Je vais vous raconter une histoire amusante. C'est en Algérie. En Algérie où la compagnie que je commandais, enfin les hommes que je commandais, avaient besoin de temps en temps, avaient besoin de certains contacts féminins. Et ils n'en trouvaient pas tous les jours. C'était difficile. Il y avait très peu de femmes. Alors le devoir d'un commandant de compagnie, j'étais dans un pays qu'on appelle Seyar. Vous voyez, je me souviens du nom. J'avais décidé, de temps en temps, de faire venir un bordel. Des femmes qui font commerce de leur corps, organisé, suivi par des médecins, bien entendu, qui venaient dans des unités et qui permettaient à des hommes, à ceux qui le souhaitaient, de prendre un peu de plaisir. Alors un jour, elles sont arrivées, elles sont là, elles sont belles, elles sont la plupart jeunes, de toute teinte, souriantes. Alors, priorité, le légionnaire va choisir. Le légionnaire choisit, une fois, deux fois, trois fois, on passe aux copains, ainsi de suite, ça se passe très bien. À la fin de l'après-midi, tout le monde est content, les femmes sont contentes, la mère Maquerelle a trouvé tout ce qu'elle voulait au point de vue finance. Elles vont partir le lendemain. Alors, les légionnaires décident que leur commandant de compagnie, qui lui n'a pas goûté encore, aurait droit aussi. Alors, ils ont fait monter dans la chambre du chef, chambre qui se trouve au deuxième étage d'une tour, par laquelle on accède avec une échelle. Premier étage, deuxième étage. Car là-bas, c'est l'attentat, il fallait prendre des précautions. Ils décident de mettre la plus grosse des femmes, la mère Maquerelle, qui était énorme. Lorsque je suis monté me coucher, je m'étends sur ma natte, elle est là, comme une pulpe, elle me prend. J'étais tellement mécontent, j'ai pas été gentil. J'ai pris la femme, je l'ai fait descendre par l'échelle, j'ai poussé l'échelle. Elle n'est pas morte quand le lendemain matin, toutes les femmes sont parties. Elles étaient contentes. Et moi,
je me suis dit, heureusement, j'ai pas touché. Voilà, c'est une histoire bête, ridicule, mais je n'ai un petit peu voulu à mes sous-officiers, car c'est eux qui avaient monté le coup. Moi, aujourd'hui, j'en souris, je ris. Beaucoup n'ont pas connu ce genre de moment, c'est un moment spécial. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est pas une histoire de femme, hein. C'est une expédition que j'ai faite à Tamanrasset. Je suis parti de Tougourt avec ma Jeep, 2 autres véhicules, car c'était en zone de combat. J'ai traversé 100, 200, 300, 400, 500 kilomètres sans histoire. On arrive au pays des Touaregs. J'ai la grande chance d'aller visiter à Lassékrem, ça s'appelle Lassékrem, l'endroit où le père de Foucault s'était retranché pour méditer. C'est le toit du monde. Car le Hogar, faut pas croire, le Sahara, c'est plein de dunes. Et au milieu de ces dunes, une montagne. Et puis, je suis monté dans ce lieu où le père de Foucault avait médité. Et en montant, l'échelle qui était fixée sur la roche s'est décrochée et est tombée. 30 mètres. Pourquoi je ne suis pas mort, je n'en sais rien. C'est pour vous dire que je garde un souvenir de ce moment. Je me dis, le père de Foucault était près de Dieu dans ces montagnes. Mais moi, je peux remercier Dieu de m'avoir protégé ce jour-là. Mon aventure ne s'arrête pas là. J'étais venu avec des véhicules de protection, mais entre-temps, j'avais reçu un message qui me demandait de rejoindre, allez-y, qui me demandait de rejoindre le plus vite possible mon poste à Tougourt. J'ai donc décidé de prendre un avion qui assurait la liaison entre Tamanrasset et Tougourt, mais en passant par 2-3 points en Libye, à la frontière libyenne. Et mon avion, dans un premier temps, a bien fonctionné, puisque je suis allé à la frontière libyenne, à 2 endroits où j'ai eu l'occasion de visiter des grottes rupestres. Vous rendez-vous compte, à la frontière libyenne, des inscriptions rupestres dans les grottes, comme il y en a en France, pas d'Irak, dans ces régions-là. Et mon avion a eu une avarie et s'est posé en plein Sahara. 200-300 km, il n'y a rien. Et ce n'est que par radio qu'on a prévenu Tougourt que nous étions en avarie. Il a fallu 2 jours pour qu'on vienne me chercher. Ce jour-là aussi, je crois avoir eu de la chance. Car l'avion n'a pas pu redécoller. Il a fallu monter l'avion sur un camion et l'amener dans un lieu où il y avait possibilité de démarrer, de prendre l'envol. C'est un bon souvenir que j'ai aussi. C'est envoûtant, le Sahara. Vous savez, ces dunes qui semblent immobiles et que l'on voit le soir avec un petit peu de vent, comme de la dentelle, ça s'envole. Ce silence
qu'il n'est pas un silence, car chaque bruit, c'est comme une détonation. Mais c'est envoûtant. On peut comprendre que les gens là-bas soient beaucoup complotatifs, qui n'aiment pas beaucoup le travail avec la sueur, être reçu sous une tente par une famille que vous ne reverrez jamais. Coïncidence. Vous ne voyez pas les femmes, elles sont cachées derrière des tentes. Vous ne voyez que les enfants ou les hommes. On vous sert le thé. On vous donne du sucre et on casse le sucre. Ce n'est pas du sucre en poudre. On casse, il y a un petit marteau. Et le sucre est solide. Tac, tac, tac. On entend le bruit du sucre qui tombe. Et le thé est bon. Il n'est pas passé comme chez nous avec la petite passoire. On attend que tout soit bien déposé. Le thé est bon. Et manger le couscous fait à la main dans des conditions d'hygiène, n'en parlons pas, mais que c'est bon, nom d'un chien. Et j'invite tous ceux qui ne connaissent pas le goût du couscous à se rapprocher des maisons où on vend le couscous et d'y goûter avec un peu de piment. Ces légumes bien chauds là, ces légumes qui ça éclate dans la bouche, c'est bon. Ce que j'ai jamais apprécié, ce sont les desserts, les sucreries. Pourquoi? Parce que c'est trop sucré. Les beignets, quelquefois, les beignets, oui, les beignets dans l'eau bouillante, c'est pas mauvais. Mais en dehors d'une cuisine très sophistiquée, il n'y a pas grand-chose. Pas comme la nôtre, nous, dans une cuisine, n'en parlons pas. Voilà, je crois que je vous ai parlé déjà de beaucoup de choses. J'en ai encore d'autres, bien entendu. Mais vous me donnez 2 minutes pour que je respire un peu. Je commandais une compagnie à la 13e des Belleux, en Algérie. Et je me trouvais pas loin de la Méditerranée, pas loin de Djidjeli, mais dans un lieu qu'on appelle le col de Selma. C'est la montagne. J'avais un poste dans ce col. Ma mission, c'était de surveiller la région, naturellement, et de chasser ceux qui venaient faire du mal dans la ville, qui était pas loin. À 40 km, un peu plus loin, mon ami, le lieutenant Huguenin, commandait aussi une compagnie. Et chaque jour, à tour de rôle, nous envoyions une section entre les deux compagnies. Chaque jour, pour assurer la sécurité dans les petits villages qu'on traverse, avec les marchés, les habitations, on montrait des légionnaires. Ce jour-là, c'était le tour de mon ami Huguenin d'envoyer sa compagnie. Comme à l'habitude, le temps était rayonnant, le soleil plombait déjà. Et à un moment donné, de mon poste, j'ai entendu très loin, des rafales. Ça tirait. Ah, je me dis, il se passe quelque chose. Certainement, la section du lieutenant Huguenin, s'ils tirent, c'est qu'ils sont tombés dans une embuscade. Je fais le maximum pour réunir une trentaine de légionnaires, et c'est le cas de dire pas sabre au clair, mais revolver à la main. On est parti en direction du bruit. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis arrivé sur place. 22 légionnaires, dont un officier, la gorge tranchée,
saignant, tout chaud. Un seul survivant, complètement hébété, caché sous une voiture. Quel spectacle! Quelle désolation! C'est dans les moments de ma vie où je crois, j'ai vu le spectacle de la mort aussi près. 22 personnes, dont ce magnifique lieutenant, homme de loi, dans sa carrière comme civil. J'ai rencontré ses parents. L'année suivante, je suis allé les voir à Paris. Des gens âgés qui n'avaient qu'un fils. Il était brillant, ce fils. Il avait fait des études, il était avocat. Je parle de lui, mais je parlerai également des 21 légionnaires, sous-officiers, caporaux, légionnaires de 2e classe. Tous la gorge tranchée. Ce fut un moment de ma vie où ça s'explique difficilement. Bien entendu, avec le lieutenant Huguenin, nous avons récupéré, parce que par radio, prévenu, on a récupéré tous ces corps. 2 jours après, à Djeli, il y a eu une grande manifestation avec... on a honoré tous ces morts. La population avait été invitée à venir. À ce sujet, je vais vous raconter l'autre histoire de Djeli. C'est pour vous dire que il y a des moments dans la vie où on n'est pas prêt à avoir des spectacles comme ça. Même les soldats, même nous, d'un seul coup. Dans le même ordre d'idée, j'arrive à Djeli avec ma compagnie, venant des Aurès Mementia. Les Aurès Mementia, c'est le sud de l'Algérie, c'est la montagne, où depuis 2 ans, nous nous battons sans arrêt, et on nous a, pour nous reposer, on nous a envoyés sur le bord de la Méditerranée, à Djeli. Nous croyons que on va dans un havre de paix, de tranquillité. On est à peine arrivé, le jour même, il y a déjà 22 morts. Mais le jour de mon arrivée, Djeli, c'est sur le bord de la mer. Et sur le bord de la mer, il y a des phares. Et ces phares tournent en permanence la nuit pour les bateaux, car la côte est dangereuse. C'est très joli d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle la plage des merveilles, je vous assure, ça vaut les plages de France. Hein. Et alors, on vient me prévenir, le phare ne marche plus. Ah! La Jeep, une escorte, on va là-bas, on monte pour les escaliers, parce que c'est les escaliers pour l'arriver là-haut. Et horreur! Sur la table, une tête, et par terre, le corps. Les Viettes, les Félagas, c'est en Algérie, hein, avaient coupé la tête du gars qui assurait le service dans le phare. Alors évidemment, ils avaient arrêté, ça ne circulait pas. Ça a été mon début là-bas, dans le coin. Et j'y arrivais, hein. Alors, comme ça, on est resté 3 semaines. En 3 semaines, on a eu plus de dégâts dans le nord que dans les Aurès Mementia. Je vais raconter une histoire. Enfin, une histoire grave aussi, c'est grave. Je comprenais donc cette compagnie des Légions. Et je me trouvais dans les Aurès Mementia, dans un poste. Et tout le jour, on faisait des opérations. Et on faisait des opérations avec des hélicoptères. Des hélicoptères qui pouvaient transporter 4, 5, 6 légionnaires. Ils venaient se poser au milieu
du poste, on remplissait avec des légionnaires et ils reportaient, on les amenait sur la montagne. Et un jour, un hélicoptère descend, il prend sa cargaison, il redémarre. Et en redémarrant, qu'est-ce qui s'est passé? Une erreur humaine, il s'est retourné. Et en plein milieu de la cour, on a vu cet hélicoptère brûler avec 7 personnes dedans. Ça fait une impression aussi. C'est ce genre de choses qu'on a trouvé pendant la guerre, dont on ne parle pas beaucoup. Il faut l'avoir vécu, des choses comme ça. Mais je pourrais vous parler de la guerre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de quelque chose de plus gai, de plus... Hein? Tiens, je vais vous dire comment j'ai manqué mourir quand j'avais 20 ans. J'étais sergent, j'étais dans le Nord, et c'était l'hiver 39-40, il a fait très froid. Et tous les lacs étaient gelés, toutes les pièces d'eau étaient gelées. J'étais donc sur cette frontière, sur la frontière belge, et il faisait tellement beau que toute la compagnie, il y avait une pièce d'eau magnifique, avec une glace peut-être de 20 cm d'épaisseur. Tout le monde glissait sur la glace, et ça glissait. Et c'est à celui qui allait plus loin. Vous pensez que moi, commandant de compagnie, je n'avais pas le droit d'être derrière. Il fallait que je sois devant. Mais vous savez que la glace, plus vous allez vers le centre, plus elle diminue. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Et hop, je suis parti une fois. Et hop, je suis parti 2 fois. Et à la 3e, la glace s'est ouverte. Et le sergent Torrent a disparu dans l'eau. Dans l'eau glacée. J'avais la capote. Je suis dans l'eau. Je sais à peine nager, mais là, pas question de nager. Je ne vois le ciel, je ne le vois plus. Je vois pas le trou. Je vois quelque chose de gris, c'est la glace. Alors j'essaye, je tape, mais je trouve pas la glace. Et à un moment donné, j'aperçois des perches, des bouts de perches. Je me cramponne à une perche. Et ils ont tiré, et ils m'ont sauvé comme ça. Et grâce à la perche, je peux dire qu'on m'a sauvé la vie. Il était temps, car ma capote était déjà dure comme la glace. Ils m'ont foutu à poil. Ils m'ont pris du schnaps. Ils m'ont frotté partout, et ça m'a sauvé. J'aurais pu mourir là, d'une mort imbécile. Cette chance. Je vais vous raconter encore la chance. Je l'ai raconté dans mon bouquin. Nous étions en opération Tonkin, à la frontière chinoise. Et depuis 2 h du matin, nous marchions, nous étions un peu fatigués. Je dis, on arrête un peu et on casse la croûte. Mes 2 officiers, car j'avais 2 officiers, viennent me voir, un à droite, l'autre à gauche, et on commence à manger un petit peu. Et à un moment donné, on entend « Ouf !» Heureusement, j'avais les jambes ouvertes. Un obus est tombé entre mes jambes et est rentré dans la vase. Et l'obus n'a pas fusé, il n'a pas éclaté. Vous ne croyez pas que je suis béni quand même? J'aimerais vous dire que le repas il a été terminé. Je l'ai raconté ça, il y a longtemps. Un obus entre les jambes. Mais ça fait drôle, hein, ça fait drôle. Je suis un jour tombé dans une embuscade et c'est un de mes légionnaires qui m'a sauvé la vie. Je n'ai eu qu'une petite blessure légère au bras, un coup de poignard. Mais vous savez, lorsque vous êtes là, vous avez une 50aine de gars qui hurlent, qui foncent sur vous et qui tirent dans tous les côtés. C'est impressionnant, hein. Vous me direz, ben, c'est votre métier, vous dites, c'est un métier, mais c'est un métier difficile. Quelquefois, on sourit, mais... Je me souviens,
En Indochine, il n'y avait pas d'appelés, il n'y avait pas... C'était que l'armée de métier et quelques volontaires. C'est vrai que par la suite, en Algérie, il y a eu le contingent qui a été mobilisé pour faire de la guerre. Là, c'est autre chose, bien entendu. Et eux aussi, les gens du contingent, ils sont à même de connaître des histoires du même genre. Mais en Indochine, c'est tous des gars de métier, c'est des gars aguerris. J'en aurais beaucoup d'histoires à raconter, mais il faut se limiter. Je raconte rarement, je racontais un petit peu à mes enfants, mais rarement. J'ai raconté beaucoup de ce que j'ai souffert de la captivité, de se sentir humilié, sentir rabattu, servant de bouclier humain pour les Allemands, marcher alors que, pour éviter que les Anglais le bombardent, ils faisaient marcher les prisonniers français le long, alors ils ne le bombardaient pas bien sûr. Mais c'est des moments difficiles dans une de vie, être prisonnier. Je me souviens de traverser une ville de Trèves, les gens nous crachaient dessus, la population nous crachait dessus. C'était le sale français. Ah, c'était pénible. Enfin, tout ça c'est vieux. Maintenant, nous sommes amis. Maintenant, et tant mieux, tant mieux. Vous savez que nos principaux ennemis, ça a été les Anglais. Toute l'histoire de France est faite avec des combats contre les Anglais. Bon, il n'y a pas mieux que les Anglais. Hier soir, on a chanté la Marseillaise à Tremblay, en Angleterre, au match de football. C'est bien. Tout ça magnifique, tout ça magnifique. Vous savez, je crois qu'il y en a des gens à mettre de côté. Des amis. Vous arrêtez là un petit peu. J'ai eu l'occasion dans ma vie comme commandant de commander le bataillon de Joinville, le bataillon de Joinville. C'est là où étaient regroupés tous les grands athlètes, les meilleurs athlètes du moment qui faisaient leur service militaire, mis en place selon la volonté des différents présidents de fédération. J'avais donc à rendre des comptes à l'armée, bien entendu, mais également à tous ces civils, car s'ils désignaient ces athlètes dans cette unité, c'était pour qu'ils soient protégés, qu'ils puissent continuer à s'entraîner et ne pas perdre les moyens auxquels qu'ils avaient atteint les limites. C'est normal, lorsqu'un athlète s'arrête de s'entraîner dans sa discipline, il a vite perdu de sa qualité. Il perd beaucoup. Alors, pour vous dire simplement que j'ai eu l'occasion de fréquenter le monde civil, sportif, ce qui m'a permis d'ailleurs, quand j'ai souhaité quitter l'armée, qui m'a souhaité d'être secrétaire général du Tour de France, car on est venu me chercher. J'ai choisi. J'avais la glace, fédération de glace, j'avais la fédération de golf, et j'avais la fédération cycliste. J'ai choisi la fédération cycliste, pourquoi? Parce que d'abord, je ne parlais pas l'anglais, et pour les deux autres, il fallait parler l'anglais, mais également parce que j'ai toujours aimé le cyclisme. C'est un sport difficile, un sport, pour arriver au haut niveau, il faut beaucoup de sacrifices, et j'aimais ce milieu-là. J'ai donc, pendant près de 20 ans, 19 ans exactement, assuré ce service au Tour de France, et j'ai connu bien des aventures, belles aventures, civiles, bien entendu. J'ai connu bien des gens dans tous les milieux, préfecture, ministère, gendarmerie, police. Ça a été passionnant, passionnant, et je remercie ceux qui ont fait confiance, entre autres M. Amaury, qui était le président directeur général du Parisien et
de l'équipe de m'avoir choisi. Bien entendu, là aussi, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai compté simplement en kilomètres le nombre de kilomètres que j'ai parcouru pour préparer pour le déroulement de ces courses, ces classiques. J'ai calculé que ça dépasse 800 000 kilomètres. Vous allez sourire. Je suis en train de faire le point et le titre c'est « Mes petits et grands voyages. Une vie ». Je mesure combien j'aurais réalisé dans ma vie de voyages, avec mes associations. Quand je sais que pendant 50 ans, je suis allé pendant 50 ans de Paris à Aubagne, à côté de Marseille, pour la Légion étrangère. Je sais bien que pour Rhin-Danube, pendant 50 ans, je suis allé de Paris à Colmar, pour les Rhin-Danube. Je sais bien que pour d'autres associations, j'ai fait tant et tant de voyages, que dans l'épure que je suis en train de faire, au début, je suis en train de préparer ça, je suis moi-même baba. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Avoir passé tant de temps. Quand on parlait, le Tour de France, ça fait, un Tour de France, ça fait, en gros, ça fait 4000 km en moyenne. Mais l'organisation, on le fait au moins 2 fois. Avec des voyages ponctuels. C'est curieux, mais c'est comme ça. Je suis descendu pour des courses, le Tour de France, partant de Paris, alors jusqu'à Nice, 20 fois, aller-retour. C'est une chance. J'ai découvert, j'ai connu, j'ai pratiqué, mais dans un moindre détail, ces magnifiques montagnes françaises, ces magnifiques stations balnéaires, ces magnifiques plaines. J'ai eu l'occasion de visiter toutes ces villes avec leurs cathédrales, leurs châteaux, tous ces fleuves majestueux avec les châteaux de la Loire. C'est magnifique. Je raconte peut-être des histoires. Il y a peu de pays qui peuvent avoir 3000 km de littoral. Rendez-vous compte? La chance qu'on a, ce pays magnifique qu'on a. Et je voudrais terminer en disant pourquoi on s'attache et pourquoi on l'aime ce pays. C'est parce qu'il est beau, parce qu'il est généreux, parce qu'il vous donne. Il vous donne une vie agréable. Et alors, l'homme que vous avez devant vous, qui a peu de temps à vivre maintenant. Peut-être qu'un jour, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, qui sait. Mais l'homme a été comblé. Il ne peut pas avoir meilleure chose. Je connais toutes les villes de France, tous les villages. Souvent je dis à mes enfants, il n'y a pas un métier où vous arrivez à trouver ça. Je faisais l'autre jour un petit article sur les écoles, où je suis allé souvent pour porter la bonne parole, parole de paix, d'espérance.
en leur parlant de guerre. Et je me disais, quand je suis devant tous ces enfants, que je leur dis ça, ils sont babas. Ils sont là, ils n'en doutent pas. Ce monsieur-là, il connaît 30 nations d'Europe, 30 nations d'Afrique, 27 nations d'Asie. Ce monsieur-là, il a fait 6 fois le tour de la terre, mais je suis un dieu pour eux. Ils me regardent d'une façon, leurs yeux brillants. Ça, c'est magnifique. Je crois que je redeviens moi-même mon enfance. Alors il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas m'en vouloir d'être comme ça. Il faut être généreux dans la vie. Et je suis généreux. Merci de m'avoir autorisé de vous parler un peu de ma vie. Je suis un homme bavard. Mais tout ce que je vous ai raconté, il n'y a rien d'inventé. C'est du vrai. C'est du vécu. Voilà. Au revoir.